puisque là, on va parler de la réhabilitation du campus, enfin d'une partie du campus de l'Adoua, qui est un campus sur Villeurbanne, au nord de Lyon. Donc, je vais demander de venir à la tribune de Fleur Gauthier, qui est directrice opérationnelle de l'Université de Lyon, et qui sera accompagnée d'Adrienne Larsonneur, qui est de l'agence Indigo de Lyon. Donc, je vous laisserai vous présenter, puis après, vous présenter votre projet. Ok. Bonjour à tous, donc Fleur Gauthier, je suis directrice opérationnelle à l'Université de Lyon et en charge en particulier de la réhabilitation du campus de l'Adoua. Bonjour à tous, Adrien Larsonneur, responsable de l'agence de Lyon pour Indigo, qui est le bureau d'études qualité environnementale qui a suivi ce projet. L'opération dont on va vous parler, c'est l'opération de réhabilitation des quartiers scientifiques du campus Lyon-Tech-Ladoua, qui est un des projets majeurs de l'opération campus sur le site de Lyon-Saint-Étienne, financé par l'État, donc dans le cadre d'un appel à projet qui a eu lieu en 2008. Voilà, donc on vient témoigner de ce projet qui s'achève actuellement. Ce contrat porte sur la réhabilitation de 22 bâtiments, soit au total 140 000 m², qui ont été traités en site occupé, avec des objectifs principaux d'amélioration des performances énergétiques dans le cadre d'un chantier durable, donc avec un objectif de réduction de 40% de la consommation réelle de chauffage, l'amélioration de la gestion des déchets d'activité, donc on est sur un site scientifique et les bâtiments concernés sont des bâtiments de recherche ou d'enseignement et de recherche, donc avec des activités importantes qui génèrent du déchet. Un chantier à faible nuisance, un enjeu également de mise aux normes accessibilité pour tous les types de handicap et de mise en sécurité incendie. Donc c'est un site qui n'était pas en conformité en termes de sécurité incendie, avec un défaut de stabilité au feu important sur l'ensemble des bâtiments traités. Voilà. Et puis un objectif d'optimisation des surfaces de fonctionnement avec une restructuration fonctionnelle de 20 000 m². Tout ça dans le but de servir au mieux les équipes de recherche et les usagers par la remise en état du patrimoine immobilier de l'État. L'Université de Lyon a donc fait le choix d'un contrat global, un marché public, basé sur un engagement de performance énergétique du groupement concepteur, réalisateur et mainteneur. Donc c'est un montage qui était autorisé dans le cadre des marchés publics à l'époque de cette consultation. Donc la consultation pour ce groupement a démarré en 2014. Et puis elle s'est passée sous forme de dialogue compétitif en 3 tours sur 2 années. Et on a retenu à l'issue de ce dialogue compétitif un groupement de conception, réalisation et maintenance. Sur la partie maintenance, donc, le contrat CREM inclut 10 années de maintenance post-réception à minima, c'est-à-dire que pour les premiers bâtiments, on aura entre 13 et 14 années de maintenance. Le contrat s'achève avec une fin unique pour l'ensemble des bâtiments, 10 années après la dernière réception. Un des enjeux architecturaux était la préservation du patrimoine qui date des années 60-70 et en particulier des façades de l'INSA de Lyon qui avaient été réalisées par Jean Prouvé. Donc le campus dans sa globalité a été réalisé par Jacques Perrin-Fayolle et qui a fait appel pour les façades de l'INSA à Jean Prouvé qui a conçu une façade rideau moderne, technique, mais de son époque, des années 60, donc avec plein de choses innovantes pour l'époque, mais qui nécessitaient d'être remises en état. On avait des façades qui s'affaissaient, des fenêtres qui ne s'ouvraient plus ou qui restaient ouvertes, et puis une isolation extrêmement mince et plus très fonctionnelle. Voilà, donc on est sur un système de murs rideaux de 1,75 m avec une infrastructure béton, avec des poteaux porteurs en retrait des nez de dalle. Donc je vais vous présenter la réponse du groupement face à cette situation qui a été présentée. Donc on était effectivement sur des façades
qui avaient le grand avantage d'être à haute technicité pour leur époque et qui était un terrain absolument propice à proposer une solution d'industrialisation. Et nous avons proposé donc 2 principes de façade préfabriqués. Un premier principe pour l'ensemble des bâtiments INSA, donc c'est l'image que vous voyez sur la droite, où on retrouve après l'intervention le même langage architectural que les façades prouvées initiales. Et puis un second principe de façade préfabriquée qui, lui, est dédié au bâtiment de l'université Claude Bernard. Ces façades, hein, elles intègrent un certain nombre de services. Donc on a ici l'image d'une façade d'un bâtiment INSA. Ces façades, elles vont intégrer les circulations et les cheminements des fluides spéciaux, ce qui va permettre d'alimenter en fluides spéciaux l'ensemble des locaux sans avoir à intervenir à l'intérieur des bâtiments. Donc on voit ici sur l'image, sur la partie basse, que les capots ont été relevés et c'est sous ces capots métalliques que vont cheminer les fluides spéciaux qui vont ensuite être isolés et les capots vont être refermés pour retrouver l'aspect normal de la façade. Ces façades, elles intègrent également des protections solaires. On voit ici des brise-soleil orientables qui sont présents sur les façades sud, est et ouest. Et des préconisations ont été faites sur les scénarios d'usage pour adapter l'utilisation de ces protections solaires à la saison, à l'horaire et à l'usage des locaux à protéger du soleil. Et puis enfin, ces façades, évidemment, elles traitent l'étanchéité à l'air de l'ensemble du bâtiment. Toujours sur ces bâtiments INSA, on est sur une solution de panneaux préfabriqués en ossature bois, donc réalisés par Techniwood. Ce sont des panneaux, comme on le voit sur l'image, qui font 4 trames en un seul bloc, ossature bois avec l'habillage métallique qui est ajouté sur le panneau, sur la face extérieure. Vous voyez les caractéristiques thermiques de ces panneaux-là. La préfabrication, on a noté plusieurs points très importants, plusieurs qualités très importantes de la préfabrication sur ce projet-là. C'est évidemment la qualité de la mise en œuvre, puisqu'en fait, ces panneaux sont fabriqués en usine et donc loin des aléas du chantier. On a donc voilà, ce gain sur la qualité. Également une diminution des déchets en chantier, puisque les panneaux arrivent sur camion sans avoir à gérer l'emballage et les chutes de l'ensemble des matériaux. Une diminution aussi des nuisances de chantier, aussi bien en termes de bruit et de poussière pour les riverains qu'en termes de risque pour les personnels. Et puis également, effectivement, un temps de mise à nu des bâtiments qui est réduit, et donc une diminution des risques de sinistralité de ces phases temporaires de chantier où on déshabille le bâtiment et où on expose l'intérieur aux intempéries. Donc là, on voit toujours sur ces façades INSA le principe de levage, donc ces blocs en un seul tenant qui sont posés en lieu et place de la façade Jean Prouvé. Donc là, on voit les deux qui sont côte à côte. L'ensemble est ensuite habillé par l'extérieur et par l'intérieur pour les finitions. Et puis pour les bâtiments de l'université Claude Bernard, on a un second principe de façade, préfabriqué lui aussi, mais avec des modules de trame unique. Donc pour chaque menuiserie, on a un module qui vient de poser par l'extérieur. Ce module, il comprend l'allège qui est isolé, la menuiserie, les protections solaires. Et de la même manière, le bâtiment est ensuite isolé pour réaliser les jointures et des caissons métalliques viennent finir le tout. Donc oui, effectivement, cette industrialisation, elle permet un traitement répétitif des façades sur les parties qui le permettent, mais il impose un traitement des singularités qui est assez complexe, génère du temps d'étude et un certain coût.
Donc on a vraiment un gain qualitatif, ça c'est indéniable. Par contre, on n'a pas forcément de gain sur le temps et la complexité, le temps de conception et la complexité, puisqu'on a la gestion de ces singularités. On voit par exemple sur l'image en haut à droite le traitement des soubassements qui ne peut pas être réalisé de manière industrielle. La gestion des halls d'entrée, bien évidemment, qui sont des points singuliers de chaque bâtiment. Le traitement des pignons et même des œuvres d'art, puisqu'on voit sur l'image en haut à gauche une œuvre d'art qui était installée sur une façade et il a fallu trouver un traitement particulier pour la conserver et la mettre en valeur. Et puis tout un tas de singularités techniques, comme par exemple les sorties des Sorbonnes, etc. Pour terminer sur ce volet des études d'industrialisation, donc nous avons réalisé des études STD de consommation pour vérifier l'objectif d'une diminution de 40% des consommations. Également des STD de confort pour travailler sur le pilotage des protections solaires, la ventilation mécanique nocturne, la ventilation naturelle. Et puis nous avons mis en place aussi une ventilation hygiénique, donc une surventilation des locaux. Et un gros enjeu a été de trouver le bon équilibre entre l'ensemble de ces paramètres, puisque la surventilation hygiénique crée une augmentation des consommations électriques et de chauffage. Et il a fallu trouver la bonne balance entre l'ensemble de ces paramètres. Et puis en phase travaux, c'est ce que je vous disais, on a une industrialisation sur site qui permet un gain de temps à la mise en œuvre, mais on a une complexité lors des études à gérer de manière un peu spécifique. Sur ce projet, on a mis en œuvre une maison du projet qui avait vocation à être un lieu d'information et un démonstrateur du projet, donc située au cœur du campus. Elle a été réalisée avec les matériaux et les matériels qui allaient être mis en place par la suite sur l'ensemble des bâtiments pour permettre aux usagers de se familiariser avec ces nouveaux équipements, ces nouvelles matérialités. Elle a servi d'accueil et de lieu de renseignement pour les usagers du site ou les gens curieux qui passaient par ici. Elle a été exploitée par le groupement titulaire pendant la durée du chantier. Notre retour d'expérience en phase chantier, les solutions qui ont été apportées par le groupement se sont révélées être très intéressantes puisqu'elles ont limité le temps de mise à nu des locaux. Je vous rappelle que c'est un chantier qui s'est déroulé en site occupé avec continuité d'enseignement et de recherche à l'intérieur des locaux qui ont fait l'objet de la réhabilitation. Les solutions qui ont été trouvées ont permis de maintenir l'écriture architecturale d'origine et tout en lui redonnant une seconde vie. Donc c'est un effort qui avait été fait par le groupement et qui a été retenu par l'Université de Lyon qui avait le souhait de préserver cette qualité architecturale initiale du campus. Donc vous voyez là la deuxième typologie de bâtiments, donc les bâtiments béton de l'Université Claude Bernard, avec effectivement les œuvres d'art qui étaient déjà présentes. Sur l'aspect performance, le contrat inclut 2 années de commissionnement après la réception de chacun des ouvrages. Et durant ces 2 années de commissionnement, on contrôle l'atteinte des performances par le groupement. Ce qu'on constate, c'est aujourd'hui une réduction des consommations de chauffage moyenne de 39%, avec un bâtiment, le bâtiment Verne de l'INSA, qui n'atteint pas ses objectifs, en particulier par rapport à l'ensemble des systèmes de ventilation liés aux activités de recherche en chimie qui sont présentes à l'intérieur de ce bâtiment et qui ont été sous-estimées par le groupement au moment de sa réponse. Mais donc si on exclut ce bâtiment-là, on est au-delà des objectifs de 40% de réduction de consommation de chauffage. Sur la partie électricité, donc, on est venu installer des systèmes qui n'existaient pas initialement. Il n'y avait aucun système de ventilation dans les bâtiments, hormis ponctuellement des systèmes d'extraction d'air pour les activités de chimie.
Donc on a ici en jaune, en bleu, nos ajouts principaux de froid et de ventilation. On se rend compte que ça reste marginal par rapport aux activités du site, et donc les activités d'enseignement et de recherche qui ont des consommations importantes en électricité. Et si l'on ajoute ces gains de chauffage et ces nouvelles consommations d'électricité, on constate quand même que le gain de chauffage est substantiel et qu'il n'a été que partiellement compensé par des hausses de consommation d'électricité. Donc ça reste quand même des travaux qui non seulement ont amélioré la qualité de service aux usagers, la qualité de l'air, les conditions de travail et de sécurité dans les laboratoires de chimie et de biologie, et puis l'amélioration de certains laboratoires qui ont pu être équipés de systèmes de CVC spécifiques pour permettre parfois de nouveaux travaux de recherche. On a créé des laboratoires L2, L3, pas mal de laboratoires de chimie équipés de nombreuses Sorbonnes, voilà, pour gérer les pollutions de l'air par des produits chimiques. Notre retour d'expérience sur le type de contrat, donc le montage conception, réalisation, exploitation, maintenance, pour l'Université de Lyon, c'est un choix qui s'est avéré pertinent. La conception imaginée par le groupement au moment de sa réponse à l'appel à projet en 2015 a pu évoluer ensuite au fur et à mesure des chantiers et des retours d'expérience. Donc c'est très bénéfique pour le maître d'ouvrage. Et puis le mainteneur a été associé dès les phases d'études et a pu également intervenir sur ces périodes de conception pour donner ses préconisations et s'assurer lui aussi une bonne maintenabilité par la suite. Le point faible de ce montage reste le manque de lien direct entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, puisque là, en l'occurrence, on était sur un groupement avec l'entreprise de réalisation titulaire, qui voilà, fait un peu filtre entre les acteurs qui ont l'habitude de travailler entre eux de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre. Mais c'est quelque chose qui pourrait être un peu compensé si les rôles du maître d'œuvre étaient mieux cadrés dans le contrat. Et voilà, notre retour d'expérience, c'est qu'il y a quelque chose à faire pour enrichir nos marchés en termes de définition des rôles de chacun. Donc la maîtrise d'œuvre, mais également la mission de commissionnement qui s'est révélée insuffisamment décrite pour nous, puisqu'on se rend compte qu'elle est surtout utilisée par le titulaire pour optimiser les consommations qui sont liées à ses propres enjeux, donc son objectif de performance, et qu'il ne va pas forcément aller plus loin à aider l'exploitant à dépasser ces objectifs-là. Voilà, un petit bémol également pour nous sur le groupement réalisation et maintenance issu d'un même groupe, d'une même entreprise, puisque le gain d'avoir le mainteneur dans le contrat, c'est aussi de donner des assurances au maître d'ouvrage au moment de la réception sur la bonne qualité, la bonne mise en service des installations. Et avec un mainteneur qui est issu d'un même groupe que le constructeur, on a des choses qui sont un peu non dites et réglées entre les deux entreprises en direct. Et petit retour d'expérience également sur la maison de projet qui aurait mérité d'être animée par le maître d'ouvrage, qui a quand même plus d'intérêt à communiquer auprès des usagers et à faire connaître le projet. Voilà. Merci. Merci pour ce retour d'expérience qui a aussi, du coup, la façon dont vous l'avez présenté, c'était intéressant d'avoir le plus et le moins, et je pense que ça nous permettra aussi à tous dans la salle d'évoluer sur les pratiques, donc merci. On peut prendre une question, deux éventuellement si la question est courte et la réponse est courte. Donc même chose, je vous laisse, alors il y a deux mains levées, donc on va essayer de prendre les deux, mais je vous laisse bien cibler la question pour qu'on puisse aller rapidement. Moi, j'avais une question sur le bâtiment de Jean Prouvé. La réutilisation des panneaux en aluminium, est-ce que ça a été étudié par le groupement ? Alors, ils n'ont pas été réutilisés, ils ont été revendus par le groupement à des personnes qui, eux, les ont réutilisés sur d'autres chantiers, soit des particuliers, soit d'autres entreprises.
puisque c'est aussi du patrimoine architectural qui est coté. Voilà, c'est parti un petit peu aux quatre coins du monde, ces panneaux de façade. Et ça ne pouvait pas être réutilisé. Vous n'avez pas demandé à ce que ça soit étudié. Hein. On ne l'a pas du tout demandé comme ça. On avait demandé à ce qu'ils soient au maximum préservés, mais ils étaient clairement en très mauvais état. Et le fait d'être sur un chantier en site occupé, on a été vers des solutions qui permettaient un chantier rapide. Voilà. Merci pour la réponse. Donc une seconde question. Je vous laisserai juste vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Laurent Vérin du cabinet HTVS Architecture. Je connais le projet pour être partie prenante. J'aurais aimé que vous citiez les membres du groupement et notamment les cabinets d'archi, puisqu'il y a une œuvre architecturale qui est présentée. Et donc ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un complément. Et juste pour répondre aussi partiellement à la question précédente, une partie des panneaux de Jean Prouvé a aussi été, si je me souviens bien, léguée à la Fondation Jean Prouvé. D'accord, Il me semble. Une partie aussi a servi à des travaux de recherche sur le travail de Jean Prouvé. Voilà. Donc il y a eu plusieurs secondes vie alors. Voilà. Parfait. Eh ben, très bien. Encore grand merci à tous les deux pour cette présentation très claire. Donc merci.